Le réactionnaire, ça veut dire être l'incroyant du dogme du moment. Très bien, bonne phrase. Denis Tillinac, rebonsoir. Rebonsoir. Très heureux de vous recevoir. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, hein. Petite vingtaine d'années. Ah oui, ça fait une paye. À l'époque des néo-hussards, on se fréquentait beaucoup. Je vous demande pas si vous êtes toujours aussi réactionnaire. En réaction contre les tendances lourdes de notre époque. Et voilà. Plus que jamais. La paillette, le front, la France, la guerre. Pour vous, la France, c'était mieux avant. Avant quoi? Avant mai 68, avant la Révolution française ou avant le baptême de Clovis? Bon, d'abord, c'était mieux quand j'étais enfant. Oui. On voudrait, un écrivain, c'est quelqu'un qui se coltine contre le temps. On voudrait tous Surtout vous qui avez toujours refusé de devenir adulte. Oui. Voilà, je vais passer de l'enfance au gâtisme sans tradition. ça m'angoisse un peu, mais enfin, j'essaierai d'assumer. Non, je crois qu'il y a un certain bonheur de vivre à la française qui est mort 66, 67, un peu avant 68, quand Johnny Hallyday n'avait plus tout à fait sa voix tendre de « Retiens la nuit, voilà. Jusqu'à la fin du monde ». Ça, c'était là, pour vous, ça a été la fin. Vous allez à Saint-Paul, qui était allé chercher des... Oui, il est devenu hippie, c'est vrai. Conneries. En général, on va chercher chez les Américains, dans la culture, ce qu'ils ont de pire. Ouais. Bon. Alors, en 68, vous étiez pour le général de Gaulle, contrairement à nous tous, et la Révolution vous a ennuyé beaucoup. Vous êtes parti, en fait, dans le sud de la France, sur un Solex, sur des autoroutes complètement désertées, pour retrouver une fiancée, en fait. Oui, la femme que j'aimais. J'étais à Bordeaux, oui, c'était ennuyeux. C'était le vocabulaire des Mao, des Trotskar, de tous les gauchos était plombé. C'était un vocabulaire de flic, de bigot. Il m'ennuyait. Vraiment, j'étais aussi anarqueux, mais je l'étais autrement. Un de droite, en tous les cas. Alors, on a pu dire ça, il faut s'entendre sur les termes. C'est pas une insulte, Non, hein. non, mais on l'a dit, effectivement. Alors, j'ai pris mon Solex. J'ai traversé la France, c'est très beau, je dormais dans des granges, traversé mon sur des autoroutes, les flics m'ouvraient, des autoroutes qui étaient interdites de circulation. De toute façon, il n'y avait pas d'essence, il n'y avait personne, à 30 à l'heure, comme ça. C'est vrai, les gars dans les amphis palabraient sur la liberté, ben moi j'en savourais le sel, comme ça, en traversant cette France. Vous la viviez, cette liberté, bravo. Alors, j'imagine que la mode des trottinettes électriques, l'idée de transformer le toit de Notre-Dame en boîte de nuit, c'est pas trop votre cam, quoi. Non, quand j'entends évoquer les initiatives possibles de créateurs contemporains, j'ai très peur qu'on refasse la flèche à l'identique, comme Viollet-le-Duc l'avait conçu. Comme ça, elle sera en parallèle avec celle de la Sainte-Chapelle. C'est parfait, moi. Voilà. Alors, vous assumez le bonheur d'être réac, dites-vous. Mais est-ce que même être réac, c'était pas mieux avant? Si, c'est toujours mieux de s'opposer aux idées en cours, au pouvoir en place, aux notables puissants. C'est toujours plus drôle. Mais à quelle époque auriez-vous aimé vivre pour ne pas être réac? Quelle est l'époque où vous auriez été heureux, finalement? Évidemment, il y a deux moments où la France a rayonné dans le monde. C'est le moment des cathédrales, des grandes universités, là, sur le XIIIe siècle, le siècle de Saint-Louis, et puis le grand siècle, surtout sa première moitié, le demi-siècle baroque du XVIIe. Ces valeurs réactionnaires, en fait, que vous avez été parmi les premiers à défendre, est-ce qu'aujourd'hui, elles ne sont pas dans le courant principal? Est-ce qu'elles ne sont pas à la mode? Elles sont en train de le devenir. En tout cas, ce qu'on appelle le politiquement correct, le conformisme, comme ça, progressiste. Le camp du bien. Le camp du bien a du gros plomb dans l'aile. Réactionnaire, ça ne veut pas dire hostile à l'évolution, par exemple, des relations sociales. Ça ne veut pas dire partisan de l'inégalité, de l'injustice et de l'oppression. Ça veut dire être l'incroyant du dogme du moment. Très bien, bonne phrase, bonne punchline. L'incroyant du dogme du moment. Alors, ce qui serait rebelle aujourd'hui, finalement, ce serait de défendre le droit de l'homisme et le bisounoursisme, d'une certaine façon, non? D'une certaine façon. Oui, parce qu'ils ont perdu. Alors, ne le défendons pas quand même. Ouais. Alors, quand même, aujourd'hui, donc, 38% des moins de 35 ans veulent à la tête du pays un homme fort qui n'a pas à se préoccuper du Parlement et des élections.
Est-ce que le balancier n'est pas allé un peu trop loin dans l'autre sens, là? Alors, si c'est pour produire une forme de tyrannie ou de dictature, j'y tiens pas. Ouais. Et j'alerte la jeunesse comme ça, révoltée, ne pas dévoyer sa révolte dans une révolution. C'est-à-dire ne pas investir sa soif d'infini, d'absolu, de beau, de justice dans le champ de la politique, le champ de la contingence. Hein. Ça me paraît très important. Oui, parce que 48% des moins de 35 ans veulent que seuls les citoyens ayant un certain niveau de connaissance aient le droit de vote. Donc on en revient à un suffrage censitaire d'une certaine façon. Ça n'a pas de sens. Alors finalement, ce désir d'un homme providentiel et ce déni de la démocratie participative, ça signifie quand même que le vent a tourné, quand même. Oui, le vent a tourné. Il est certain que les idées de gauche, d'abord la gauche stalinienne jusqu'à la fin des années 50, puis la gauche marxo-freudienne, puis Bobo jusqu'aux années 2000, bon, ils ne croient plus à eux-mêmes, en leur dire. Donc ils sont devenus jouisseurs, hédonistes, sceptiques, ils se rapprochent du nihilisme, ce sont des âmes mortes. Ouais. Ben, enterrons-les. Alors, Denis Tillinac, vous publiez chez Albin Michel, Elle, éloge de l'éternel féminin, et c'est l'un des 7 essais préférés du jury Renaudot. Oui, ça m'a c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Hein. Bon, alors le pitch. Le pitch, c'est d'abord une ode à la femme et à la féminité, mais aussi une mise en garde contre la disparition des genres. Pour vous, la femme est fondamentalement supérieure à l'homme. Vous dites qu'il n'y a pas d'éternel masculin. C'est pourquoi la remise en question de l'altérité des genres, dites-vous, est une aberration totale et dangereuse. Oui, je crois que les deux sexes sont tout à y perdre. Hein. Le combat féministe pour l'égalité juridique entre les hommes et les femmes était légitime. Oui, pardon, je fais une parenthèse, mais comme vous êtes favorable à la pilule, à l'avortement, etc., on est bien d'accord. Ça, c'était acquis. Vous, ce qui vous gêne, c'est cette ressemblance, finalement, vers un unisexe, et vous dites que tout le monde a y perdre. Je veux pas que la femme soit un facsimilé du mec. Je veux pas qu'elle fasse que de soi. Elle est notre égale, mais elle est plus et mieux. D'abord parce qu'elle enfante. Parce qu'elle donne la vie. Nous, l'homme, n'a été capable de donner que la mort. Voilà, bah oui. Alors, vous dites quand même que pour vous, là, la pire menace qui pèse sur nous aujourd'hui, c'est la fin programmée des noces immémoriales entre le masculin et le féminin. C'est-à-dire, vous y voyez vraiment une menace civilisationnelle. Oui, mais c'est effrayant. On confond l'altérité des genres. C'est-à-dire qu'un petit garçon, c'est pas une petite fille, un homme, c'est pas une femme, un phallus, c'est pas un vagin. Bon, donc cette altérité est évidente. Il est évident que toutes les cultures l'ont ritualisée. Et elles ont toutes, c'est vrai, enfermer la femme dans un rôle qui n'était pas forcément mineur, il y a eu des matriarcats, mais dans un rôle précis dont elle ne pouvait pas s'émanciper. Notre société, de par le christianisme, est la première à l'émanciper. Et tout en l'émancipant, elle l'a idéalisé. Hein. Il y a un fil d'or qui accompagne l'histoire de l'émancipation de la femme, douloureuse, difficile, longue, tout ça. C'est cet éternel féminin. C'est pas la femme idéale, c'est sa faculté qu'elle a de sécréter pour nous du mystère, de la sidération, de l'admiration. Enfin, elle nous tire vers le haut, elle nous fait regarder les étoiles, et c'est un plus, hein, c'est un privilège qui fait qu'elle est tellement plus que nous que vouloir être que notre égal, c'est dommage. C'est une perte sèche. C'est réducteur. Alors, bien sûr, comme je l'ai dit, vous êtes éminemment favorable à la pilule, à l'avortement, mais en même temps, vous trouvez que le féminisme génération 68, vous le trouviez captif de l'idiotie beauvoirienne qui dit on ne naît pas femme, on le devient. Vous trouvez ça stupide, en fait? On naît homme ou femme, et on devient tel homme ou telle femme en fonction de sa culture. C'était une absurdité. Mais les féministes des années 60, souvent, je pense à certaines tendances du MLF. Il y avait Antoinette Foul qui était bien. Oui. Elle disait au contraire, la femme n'a pas la même créativité, n'a pas la même désir, n'a pas la même psyché, n'a pas la même subjectivité que l'homme. On voudrait faire valoir cette singularité-là. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Bien entendu. Alors, la faute de cette disparition de l'altérité homme-femme incombe pour vous au néo-féminisme américain, qui provoque en fait l'émergence d'individus interchangeables. Vous dites condamnés à une errance solitaire
sur un espace aléatoire. C'est bien écrit. Ça a généré une hystérie masculinophobe après l'affaire Weinstein. Là, on a l'impression que la gauche hollywoodienne s'est refait la cerise morale en découvrant soudain que ça baisait à les Hollywood. méfaits d'un type qu'elle supportait très bien depuis 20, 30 ou 40 ans. Bon. Et à partir de ce moment-là, on a vu quelque chose de nouveau depuis la fin du régime de Vichy. On a vu l'apologie public de la délation. Ah oui. Oui, y compris des ministres, des personnalités publiques, prônaient la délation. Ben non, la délation, moi, j'ai pas qu'envie qu'on revienne aux années 40. Hein. Oui. Alors, vous dites, ce féminisme radical, ce néo-féminisme américain, cherche à créer un homme nouveau, comme le communisme et l'hitlérisme voulaient créer un monde nouveau. C'est tout à fait juste. Oui, c'est une forme de totalitarisme, alors soft, cool, mais quand même, l'idée, c'est sous prétexte qu'on a les mêmes diplômes, on exerce le même type de boulot, on partage des prérogatives et les soucis aussi. Bon, ben, petit à petit, il faut qu'on se ressemble et nos différences finiront par se marginaliser, se réduire comme peau de chagrin, et on aboutira à une espèce d'être nouveau, androgyne, comme cas, s'il ne saura plus lui-même s'il est mec ou gonzesse. Et ça, c'est dramatique. Alors, il y a un point aussi où vous réfutez complètement 68, c'est la libération sexuelle. Vous n'êtes pas très optimiste non plus sur les conséquences de cette libération sexuelle. Vous dites, nous sommes la première société où la sexualité a été déconnectée de la fécondité, donc du sacré, pour devenir un outil parmi d'autres de l'épanouissement personnel. Toutes les sociétés humaines ont ritualisé, ont encadré la sexualité, y compris la transe sexuelle, à l'intérieur d'un cadre sacralisé autour du mythe de la fécondité. Bon, la nôtre ouvre la boîte de Pandore. Alors, c'est bien, à condition de ne pas perdre de vue le fait que, contrairement à ce que croyaient les 68 heures, le désir n'est pas innocent. Et c'est pour ça que je consacre un chapitre à Sade. Le désir n'est pas innocent. Si la sexualité n'est plus sublimée par une aspiration à la fusion, à l'absolu, si elle n'est pas à une transcendance quelconque, on retrouve au fond de notre sexualité des pulsions de prédation, de volonté d'annihiler la personne de la femme et pousser jusqu'à la cruauté. C'est ça. Ben, vous savez, dans toutes les prisons du monde où on torture des gens, ben, celui qui torture la victime, ben, il a une érection. Il faut réfléchir là-dessus. C'est important. Vous les femmes, vous les charmes, vos sourires nous attirent et nous désarment. Alors, il y a peut-être une dernière chose, là, j'y repense. J'en parlais à ma femme tout à l'heure. C'est la question Colombo. Alors, le plus étonnant dans votre bouquin, Denis, c'est que vous êtes optimiste sur l'avenir des femmes musulmanes. Oui, je pense que le mouvement d'émancipation de la femme, qui est parti de l'Occident, qui s'est propagé maintenant dans le monde entier. De même, d'ailleurs, en gros, que l'idée démocratique en général, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, l'état de droit, petit à petit, ça gagne. Il y a encore beaucoup de tyrans, mais ils sont obligés d'y mettre des formes. Ils sont répertoriés comme tyrans, voilà, les tyrans. Il y a l'opinion mondiale derrière. Bon, je crois qu'il y a un mouvement qui ne s'arrêtera pas. Je crois que les mâles musulmans luttent désespérément pour préserver leur autorité sur la femme, surtout sur le corps de la femme. C'est important. Le vrai enjeu, c'est pas le djihad islamique. Tous les imams les plus salafistes savent qu'on ne fera pas le califat des Omeyyades. Tout ça, c'est de la fantasmagorie. L'enjeu, c'est le corps de la femme. Elle en disposera et la plus soumise aux normes vestimentaires et culturelles de ce qu'on appelle l'islam. Et Adidas. Non, mais déjà, elle porte des sous-vêtements sexy. Ces sous-vêtements sexy. Et ça, je me suis renseigné auprès de vendeuses dans des magasins de lingerie fine, des beaux quartiers, et donc elles cachent leur jeu. Alors, ce que vous dites, en fait, c'est que finalement, le totalitarisme technico-marchand remplacera l'islam comme il a remplacé le christianisme en 40 ans, finalement. La société de consommation et de spectacle a donné l'impression
de ronger en profondeur le christianisme en 40 ans, on ne voit pas pourquoi l'islam résisterait. Hein. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.